d'un coup, cette pensée entra en lui à la façon d'une balle. Demain, à cette heure-ci, je serai peut-être mort. C'est l'histoire de Hugues, qui est un jeune lycéen d'origine antillaise, qui découvre la nouvelle pub de Freetime, qui représente un cannibale qui dit à Kesso « je vais manger le blanc » pour parler de nuggets, de blanc de poulet de Freetime. Et quand il découvre cette pub, ça le met dans une colère profonde parce qu'il se rend compte que le pays dans lequel il est né, le pays dont il doit son identité, le considère comme un cannibale et pas comme un homme à part entière. On était en train d'écrire un film qui se passe en 84, qui s'appelle Rascal, un long métrage. Et Manuel Chiche me dit « tu vas réaliser ce film et il va falloir que tu fasses un court métrage avant qu'il s'inscrive dans la même temporalité ». Et avec mes co-scénaristes Sébastien et Virac, on avait cette histoire de chasseur de skinhead qu'on avait en tête, qu'on n'a pas pu mettre dans le long métrage, qu'on a eu envie d'exploiter. Et donc du coup, il a fallu trouver la bonne date. Et moi, il y avait cette publicité là, de Freetime qui me hantait depuis des années. J'avais vraiment l'impression, j'en discutais souvent, on me disait oui, non, ça n'a jamais existé, une pub comme ça, quand même, n'importe quoi. Et je retombe sur un livre qui s'appelle Négripub. Je retrouve cette pub dedans. Et là, je me dis, ok, c'est bon, c'était en 86, et du coup, on a inscrit le film en 86, et qui correspond aussi historiquement au début de la lutte des premières bandes anti-skinhead qui sillonnaient les rues de Paris. C'est plus une époque où il y avait une espèce de lutte antiraciste, bon enfant, bien pensante, et on ne se rendait pas vraiment compte des fois des signaux contraires qu'on pouvait envoyer. Pour moi, touche pas à mon pote, quand j'étais petit, c'est vrai que c'était la petite main jaune, c'était super, on disait ah, touche pas à mon pote et tout ça, mais il y a le côté toujours paradoxal qu'on pouvait avoir ce petit truc touche pas à mon pote et manger des biscuits Bamboula, et tout en se disant je suis antiraciste. On baignait dans une insouciance de racisme ordinaire. Encore une fois, je ne pense pas que c'était fait avec la volonté de nuire ou une volonté malsaine de dire, enfin une volonté raciste ouvertement assumée. Mais il y avait vraiment cette époque, je trouve, des années 80, il y avait cette époque un peu insouciante, que ce soit dans le racisme ou même dans le sexisme, où quelque part, l'époque était très raciste et très sexiste, tout en s'ignorant. Et c'était ce que je voulais mettre dans le film. Il y avait une espèce de violence environnementale qui était toujours là, latente, constante, qui pouvait expliquer que des gamins comme Hugues, tout d'un coup, aient envie d'en découdre avec la manifestation physique du racisme dans la rue des skinheads. Alors pour le casting, j'ai travaillé avec Marine Albert, ma directrice de casting, et on a fait un long casting qui a duré, je pense, 3-4 mois. On a envoyé des annonces sur les réseaux sociaux, on a contacté aussi des agences. Et moi, j'avais des demandes très particulières. Déjà, pour le père, j'avais vraiment besoin que le père parle le créole couramment, soit sa langue maternelle. Et pour Hugues, j'avais besoin qu'il le comprenne. Pas forcément qu'il le parle, mais qu'il le comprenne bien. Donc, c'est vrai que sur la recherche, ça a vraiment orienté sur un caribéen pour faire le rôle de Hugues et pour le rôle du père aussi. Et par contre, sur les autres rôles des Black Mamba, j'étais plus ouvert. Et je cherchais comme on dit, des gueules, des gens qui avaient leur histoire inscrite sur leur visage et sur leur corps. Et on a trouvé. Pour le rôle de Kazé, j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé ce qu'il me fallait. En tout cas, dans l'âge que je cherchais, parce que je cherchais un homme de 20 à 25 ans. Et du coup, j'ai repensé à Yann Gaël, qui est un acteur que j'adore, j'aime beaucoup son travail. Mais au départ, je me suis dit, il est un peu plus âgé, je ne sais pas si ça va pouvoir s'inscrire avec ces jeunes acteurs. Je l'ai fait venir pour faire des essais avec Jonathan Feltre, qui est mon acteur principal. Et ça a matché tout de suite. Et du coup, je me suis dit, ok, ce sera mon Kazé. Pour le travail de costume, j'ai travaillé avec Laurence Benoît, qui est d'origine martiniquaise, qui a connu l'époque. À l'époque, elle avait 15, 16, 17 ans. Et donc, elle avait beaucoup de copains qui traînaient avec justement des bandes de chasseurs de skins. Donc, c'est une esthétique, en tout cas, qu'elle connaît de l'intérieur. Et c'était important pour moi d'avoir une costumière qui ne fantasme pas les années 80, mais qui l'avait vraiment vécu. Et qui connaissait aussi les codes de la culture créole. J'avais pas envie de sombrer dans le fétichisme des années 80 avec les habits ultra colorés. Il ne fallait pas que les costumes volent la vedette au film et au personnage. On a travaillé beaucoup avec les images d'archives avec Laurence pour vraiment retrouver les looks de l'époque. Et donc ça passe par les images d'Ina, les documentaires qu'on va en avoir, même les publicités de l'époque, pour vraiment avoir, même les reportages de rue, pour vraiment avoir dans les fonds comment les gens étaient habillés, comment ils étaient coiffés. Ça nous a vraiment permis de trouver un look, on va dire casual, vraiment quotidien pour faire les personnages.
Et sur la photographie, donc j'ai travaillé avec Romain Carcanade, c'était notre première collaboration. La première envie, c'était de tourner en scope, ce qui n'était pas forcément évident quand on veut faire les années 80 avec pas beaucoup d'argent, parce que tout d'un coup on élargit le cadre. Donc ça veut dire qu'il faut voir les années 80 dans le cadre. J'avais aussi besoin, quand on est très serré, de capter un petit peu ce visage de manière presque de sublimer les visages, et surtout aussi de filmer l'environnement, parce que les années 80, c'est pas que des vêtements, c'est des détails, c'est des pubs. J'avais vraiment besoin de ça parce que dans les fonds, un peu partout dans le film, dans les fonds, il y a des détails de l'époque. Il y a eu des difficultés parce qu'on a tourné au moment du couvre-feu en novembre. Donc on a eu des pertes de décors, on a voulu tourner à Paris, ça a été compliqué parce qu'à ce moment-là, tourner de nuit à Paris, on avait des scènes de baston. C'était pas vraiment la politique de la maison à ce moment-là, donc on a perdu des décors à, je sais pas, 5 jours du tournage. Il a fallu qu'on trouve des décors au dernier moment, et ça a été la course, mais ça valait vraiment le coup.